Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est La puissance de la joie. L'auteur veut dire au lecteur à quel point le bonheur est important pour nous et comment nous pouvons l'obtenir. L'auteur discute des points de vue de nombreux philosophes sur le bonheur dans le livre, mais il aborde également les travaux de penseurs religieux, de psychologues et d'écrivains. En outre, l'auteur a également partagé sincèrement plusieurs de ses expériences de vie. Le bonheur est sans aucun doute un sentiment désirable. Nous disons souvent que les 3 plus grandes bénédictions de la vie sont la nuit de noces, rencontrer un vieil ami dans un pays étranger et être nommé sur la liste des médailles d'or. Écoutez, ne sont-ils pas les moments les plus heureux de la vie? Aux yeux de beaucoup de gens, le bonheur est le sens de la vie. S'il n'y a plus de bonheur dans la vie et qu'il ne reste que la douleur, j'ai peur que même vivre n'ait aucun sens. Cependant, il est loin d'être facile d'obtenir le bonheur, surtout d'obtenir un bonheur stable. Le bonheur va et vient sans laisser de traces et est insaisissable. L'auteur a-t-il vraiment un moyen de nous aider à obtenir le bonheur? L'auteur de ce livre, Frédéric Lenoir, croit pouvoir vous aider. Lenoir est né en 1962. Il a étudié la philosophie en licence et en maîtrise, puis a obtenu un doctorat en sociologie à l'Institut français des hautes études en sciences sociales. Il a une expérience de vie assez riche. Il a travaillé comme moine catholique, s'est engagé dans la recherche scientifique et a travaillé comme éditeur. Il a ensuite démissionné pour se concentrer sur l'écriture et est devenu un intellectuel public populaire, auteur à succès et producteur de programmes télévisés en France. Il a publié plus de 50 livres, dont la plupart sont des livres populaires sur la philosophie, la psychologie et la religion. Il est également fier de sa capacité à mettre à la disposition du public des connaissances académiques froides. Ensuite, je vais vous expliquer le livre de Lenoir en 3 parties. Tout d'abord, voyons de quel bonheur il parle. Alors, comment pouvons-nous atteindre le bonheur? Enfin, je vous emmènerai vivre le bonheur le plus parfait dans l'esprit de Lenoir. Première partie. Lenoir oppose la joie à 2 autres synonymes pour nous aider à comprendre ce qu'il entend par bonheur. Ces 2 synonymes sont respectivement plaisir et bonheur. Le plaisir fait référence à la satisfaction des besoins et des désirs quotidiens, comme avoir de l'eau à boire quand on a soif, manger quand on a faim, se reposer quand on est fatigué, ou lire un bon livre ou écouter une bonne chanson, tout cela peut nous rendre heureux. Mais le plaisir a ses limites, il est souvent trop éphémère et éphémère. De plus, la caractéristique du plaisir est le plaisir temporaire, qui entraîne souvent des conséquences négatives. Par exemple, les aliments riches en sucre et en graisse peuvent nous apporter du plaisir, mais ils peuvent nuire à notre santé. Le sexe opposé attrayant peut apporter plaisir. Mais cela peut aussi être un danger caché dans le mariage. Et le bonheur? Bien que dans le langage courant, le bonheur soit souvent assimilé au plaisir ou au bonheur, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les philosophes ont considéré le bonheur comme une satisfaction plus durable et le but le plus élevé de la vie. C'est la même chose en chinois moderne. Il peut être difficile pour nous de trouver un mot qui puisse mieux décrire l'état de vie dans son ensemble que « bonheur ». De ce point de vue, le bonheur nécessite l'identification et la régulation du plaisir dans la vie, notamment le contrôle des plaisirs nuisibles. Par conséquent, il est très difficile d'atteindre le bonheur complet dans la vie. Nous devons avoir la qualité de sagesse ou de sagesse, et comprendre ce qui devrait et ne devrait pas être poursuivi dans la vie, et dans quelle mesure nous devrions poursuivre les choses qui devraient être poursuivies. En Chine, en Inde et en Grèce, les sages ont tous pensé au principe « trop n'est pas assez » et ont utilisé une forme de « juste milieu » pour résumer la sagesse de faire des choix dans la vie. De ce point de vue, le plaisir est trop routinier et dangereux, et le bonheur exige trop de nous. C'est ça le bonheur. Le bonheur est ce sentiment entre un plaisir éphémère et un bonheur stable et à long terme. D'une part, le bonheur se concentre sur le présent et n'a pas une vision aussi longue que le bonheur. D'un autre côté, le bonheur est plus fort, plus profond, plus explosif et plus contagieux que le plaisir, il implique le corps, le désir, l'imagination et la raison, et apportera aux gens un plaisir plus transparent. Par exemple, vous avez déployé beaucoup d'efforts et avez finalement terminé la soutenance de votre thèse ou, après des négociations ardues, vous avez finalement conclu un accord commercial. À un tel moment, vous serez certainement incapable de retenir votre excitation, aurez envie de partager votre bonheur avec les autres, et même danser de joie, incapable de vous contrôler. En tant que Français et grand fan de football, Lenoir a évoqué le moment où l'équipe de France a remporté la Coupe du monde de football pour la première fois en 1998, et où la France entière est tombée dans un océan de joie. De ce point de vue, le bonheur consiste à ressentir un sentiment physique et mental fort, positif et complet à propos de quelque chose dans un temps limité, ce qui nous aide à améliorer notre vitalité et nous aide à conduire au bonheur. Selon Lenoir, en regardant l'histoire de la philosophie, il existe de nombreux philosophes qui discutent du plaisir et du bonheur, mais très peu de philosophes qui parlent du bonheur. Le philosophe hollandais Spinoza du XVIIe siècle était l'un des représentants qui parlait du bonheur. Il a commencé avec l'instinct de conservation et de croissance que possèdent tous les êtres vivants. Il a observé que dans le processus de croissance biologique, les choses qui sont bénéfiques rendront les créatures heureuses, et les choses opposées les rendront douloureuses.
Spinoza a ainsi défini le bonheur comme un processus allant du petit au grand pour atteindre la perfection. Chaque fois que nous grandissons, progressons et faisons des percées basées sur notre nature, nous nous sentons heureux. Lenoir a utilisé ses propres observations pour confirmer la définition du bonheur de Spinoza. Par exemple, lorsqu'un bébé découvre soudain qu'il peut marcher seul, il dansera de joie. Par exemple, obtenir une position convoitée ou se remettre d'une grave maladie rendra les gens heureux. On éprouve une grande joie. Ce sont ces choses qui nous font grandir, nous responsabilisent et nous aident à nous améliorer. Spinoza divise le bonheur en bonheur négatif et bonheur positif. Le bonheur négatif vient généralement d'une fausse imagination, et il nous est difficile d'en tirer de la force, comme l'amour non partagé basé sur des illusions. Ce genre de faux amour peut faire tomber les gens dans la folie et la douleur, et finalement se couvrir de bleu. Les actions inconscientes de nombreux groupes sont également motivées par ce genre de bonheur négatif. Par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont tombés dans le faux bonheur que procure le fait de suivre les nazis. Au contraire, le facteur dominant du bonheur positif est nous-mêmes. Ce type de bonheur est plus réel, plus profond et plus durable, comme l'amour basé sur une imagination raisonnable et une affection mutuelle. Dans ce genre de bonheur positif, nous avons une attitude plus pragmatique, renforçons la compréhension mutuelle et chacun de nous peut devenir meilleur dans cette relation, renforçant ainsi la vitalité de chacun. Spinoza croyait que le plus haut niveau de joie est le bonheur, qui est un état dans lequel le bonheur est fermement en main et où aucune force extérieure ne peut l'enlever. Environ 200 ans plus tard, le philosophe allemand Nietzsche a reconnu le jugement fondamental de Spinoza sur le bonheur est l'amélioration de la vitalité et constitue le critère fondamental du sens de la vie. Selon Nietzsche, nous devons sublimer tous nos désirs et passions en bonheur. Cela signifie que nous devons dire « oui » à tout dans la vie et supporter tout ce que la vie nous donne, y compris la douleur. C'est la théorie de Nietzsche de l'éternelle récurrence. Selon lui, tout dans le monde se produit encore et encore. L'expression d'une vie vraiment aimante et d'une vraie vie signifie que même si vous recommencez chaque détail de la vie, vous ferez toujours résolument le même choix qu'avant. C'est l'amour du destin et le plus grand bonheur de la vie. Nietzsche a également proposé une esthétique heureuse, unique, estimant que l'art peut non seulement apporter le bonheur aux gens, mais que la créativité contenue dans l'art est également l'essence du succès dans la vie. Chacun de nous devrait se façonner et faire de sa vie une vie soigneusement conçue. Œuvre d'art. La seconde partie. Maintenant que nous savons ce qu'est le vrai bonheur, regardons la question qui vous préoccupe le plus, comment obtenir le bonheur. À en juger par la description précédente, une grande partie du bonheur échappe en effet à notre contrôle et est externe, voire accidentelle. Que nous trouvions l'amour de notre vie ou que l'équipe que nous soutenons gagne, cela ne dépend pas entièrement de nous. Alors, comment pouvons-nous rendre plus facile notre bonheur? Cela ressemble à un thème typique d'agitation. Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'avais de telles attentes, mais après l'avoir lu, j'ai trouvé que l'histoire de Lenoir était très intéressante. Elle contenait de nombreuses observations vivantes sur la vie, ainsi que sur sa propre sincérité et son ouverture d'esprit. Lenoir nous a présenté 3 façons d'obtenir le bonheur. La première est d'adopter une attitude correcte envers la vie et de créer une atmosphère de bonheur. La deuxième est de trouver le vrai soi. La troisième est de parvenir à la réconciliation avec les autres et le monde. Nous examinerons ensuite ces 3 voies séparément. Examinons d'abord le premier, l'attitude correcte envers la vie. Lenoir a mentionné que de nombreux états d'esprit sont propices à notre bonheur, comme la concentration, la participation, la méditation, la confiance, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, la gratitude, la persévérance, le lâcher-prise et l'acceptation, etc. Ces mentalités peuvent créer pour nous une atmosphère qui facilite l'arrivée inattendue du bonheur. À mon avis, sa discussion sur la concentration, l'engagement et l'ouverture d'esprit mérite particulièrement d'être partagée avec vous. Qu'est-ce que la concentration? La concentration signifie être fidèle à nos sens actuels. Que nous regardions une certaine scène, écoutions un certain morceau de musique ou goûtions certains aliments, nous pouvons travailler dur pour nous y immerger. Ne laissez pas le travail inachevé et les projets à réaliser demain interférer avec vous-même et laissez-vous vous éloigner des sentiments actuels. Lorsque nous nous immergeons dans nos sens, nous sommes susceptibles de rencontrer du bonheur de manière inattendue lors d'une promenade, d'un morceau de musique ou d'une scène. L'engagement est étroitement lié à la concentration. La participation va plus loin que la concentration, c'est être pleinement présent, non seulement avec nos sens mais aussi avec notre cœur et notre esprit. L'auteur a déclaré, « La valeur de la vie ne dépend pas du nombre de choses que nous avons accomplies, mais de l'effort que nous déployons dans chaque processus. » Il a donné un exemple que nous avons peut-être vécu dans une certaine mesure, les voyages. Le voyage d'aujourd'hui est en grande partie devenu quelque chose de programmé. Élaborer une stratégie avant le départ. Après avoir été épuisé sur la route, lorsque vous arrivez au site pittoresque, vous pouvez rapidement voir si les bâtiments et les paysages célèbres sont les mêmes que ceux que vous avez vus sur les photos, puis prendre des photos et vous enregistrer, et passer au prochain site pittoresque, à ne pas manquer. On peut se demander, avons-nous réellement participé à un tel voyage? Quel bonheur réel avons-nous retiré d'un tel voyage?
Ou notre bonheur vient-il simplement du sentiment d'autosatisfaction ressenti en visitant cet endroit et en ayant quelque chose à dire avec les autres? Dans la discussion sur la participation, le Noir a également parlé de son expérience de fréquentation d'une organisation caritative en Inde pour prendre soin de personnes âgées mourantes lorsqu'il était jeune. Ici, tout était parfaitement organisé, mais le Noir sentait juste que quelque chose n'allait pas. Jusqu'au jour où il s'assit à côté d'un vieil homme et commença à lui parler. Bien qu'il parle français et que le vieil homme parle hindi et ne puisse pas se comprendre, par le contact visuel et physique, l'auteur a senti que le vieil homme devenait progressivement heureux et que les émotions du vieil homme lui étaient progressivement transmises, rendant son cœur plein, heureux. À ce moment-là, il a compris que ce qui manquait ici, c'était ce genre de participation intentionnelle, et ce genre de participation a du pouvoir et apporte le bonheur. La discussion de Le Noir sur le lâcher-prise et l'acceptation est également intéressante. Une raison importante pour laquelle nous ne parvenons pas à obtenir le bonheur est qu'il nous est difficile d'accepter la contingence et l'incertitude des choses. Nous voulons contrôler autant de choses que possible entre nos propres mains, nous faisons donc de notre mieux pour faire une analyse rationnelle et apprenez autant que possible de l'expérience et des leçons, mais malgré cela, nous ne pouvons pas contrôler complètement les choses qui nous entourent, nous nous sentirons donc anxieux et stressés et aurons du mal à expérimenter le bonheur. Un exemple intéressant utilisé par les stoïciens de la Grèce antique pourrait nous aider à cet égard. On peut imaginer une calèche tirant un chien. Si le chien lutte désespérément et ne veut pas suivre la calèche, il finira par être traîné au sol par la calèche, provoquant des contusions sur tout le corps et échappant de peu à la mort. À l'heure actuelle, la stratégie la plus intelligente consiste évidemment à suivre activement le chariot. C'est l'attitude de lâcher prise et d'acceptation que préconise le Noir. Lâcher prise ne signifie pas se résigner au destin et s'allonger complètement, mais, comme le point de vue de Nietzsche mentionné plus haut, accepter ce que la vie nous donne, suivre le courant et ne pas aller à contre-courant de la tendance de la vie. C'est la première manière d'obtenir le bonheur évoqué par le Noir, trouver une attitude de vie propice à accueillir l'arrivée du bonheur. Cependant, ces ajustements mentaux restent après tout des préparatifs, ils ne peuvent pas garantir que le bonheur viendra, ni changer la nature éphémère du bonheur. Alors, existe-t-il d'autres moyens d'atteindre un bonheur plus durable? Les deux dernières approches proposées par le Noir sont des stratégies plus agressives. L'une est de se retrouver soi-même, d'acquérir une force intérieure et ainsi d'avoir le bonheur de la libération, l'autre est de parvenir à la réconciliation avec les autres et le monde, expérimentant ainsi un bonheur de l'intégration. Nous voulons tous vivre notre propre vie et vivre pour nous-mêmes. Avoir un « moi » complet et certain nous orientera dans la direction et nous apportera la motivation pour aller de l'avant. C'est aussi le meilleur moyen d'obtenir activement le bonheur. Mais d'un autre côté, il est très difficile de se retrouver, il est trop facile pour nous de nous perdre dans toutes sortes de tentations, toutes sortes de pressions et toutes sortes d'opinions des gens. Alors, que devrions-nous faire? Le conseil de Le Noir est de se remettre en question. Il a évoqué le processus d'individuation, enseigné par le psychologue suisse Jung. Jung pensait que lorsque les gens ont entre 35 et 50 ans, ce que nous appelons souvent la crise de la quarantaine, leur esprit est déjà relativement mature. À cette époque, ils se soumettent souvent à un examen de conscience plus sérieux et commencent pour se rendre compte qu'ils étaient vraiment avec sa propre nature et ses véritables désirs. Il a progressivement découvert que certains aspects de sa vie actuelle étaient en conflit avec ses pensées les plus intimes. Par exemple, le travail que vous avez exercé pendant de nombreuses années n'est pas celui que vous aimez, mais les passe-temps que vous aimez vraiment depuis l'enfance n'ont pas été développés, etc. À ce moment-là, nous devons nous retirer de notre vie quotidienne, procéder à un examen de conscience détaillé, découvrir quelle chose nous tue, ce que nous faisons pour répondre aux besoins des autres, puis courageusement, couper ces choses et les ranger. Éliminez une à une les relations qui entravent le développement de votre personnalité. En même temps, trouvez vos véritables désirs et votre nature auparavant cachée, puis commencez courageusement à les poursuivre. Dans ce processus d'auto-examen, qu'il s'agisse de découvrir ce qui vous retient ou de déterminer la direction de votre vrai soi, il n'y a pas de meilleure norme que le bonheur. Ce que nous devons examiner attentivement et réfléchir, c'est quelles choses dans la vie me rendent vraiment heureux et lesquelles ne sont que du faux bonheur qui ne fera que m'apporter encore plus de douleur après l'avoir vécu. Il n'y a pas de règle précise dans ce processus de recherche de soi, ni de conclusion définitive, ce n'est que par la réflexion que chacun peut trouver le chemin qui lui convient le mieux. Il s'agit d'un processus d'auto-libération. Si nous pouvons trouver un certain soi, nous obtiendrons également la source du bonheur et développerons progressivement la capacité d'obtenir un bonheur profond. La véritable révolution a donc toujours lieu au plus profond de l'intérieur. Examinons ensuite la troisième voie pour obtenir le bonheur donné par le Noir, parvenir à la réconciliation avec les autres et avec le monde, expérimentant ainsi un bonheur d'intégration. Ce chemin semble être dans la direction opposée au deuxième chemin de recherche de soi, l'un est intérieur et l'autre extérieur, mais en fait ils sont très complémentaires. Dans cette section, le Noir mentionne l'amitié, l'amour, le dévouement et les sentiments entre nous et le monde. Ces relations extérieures peuvent nous apporter un grand bonheur. Une amitié parfaite se construit sur deux personnes complètes.
Les deux parties peuvent s'encourager mutuellement et grandir ensemble, ce que nous appelons « les adultes deviennent adultes », plutôt que des calculs utilitaires et une utilisation mutuelle. L'amour est pour nous une source importante de bonheur. Nous avons également évoqué plus tôt l'attaque de Spinoza contre le faux amour. Le bonheur négatif apporté par le faux amour est basé sur la fantaisie. À des fins égoïstes, nous essayons d'utiliser l'amour pour satisfaire nos propres besoins, calmer nos peurs intérieures et combler le vide de notre âme. Le véritable amour est semblable à la véritable amitié. Ce que nous aimons, c'est la personne elle-même. L'apparence de l'amant et la véritable apparence de l'amant peuvent me rendre heureux dans mon cœur. En même temps, je désire aussi rendre l'autre heureux grâce à moi. Dans ce genre de relation amoureuse bénigne, les deux parties sont témoins de la croissance de l'autre, dans les deux cas parce que l'autre partie devient meilleure. L'amour n'est pas possession ou subordination, mais respirer librement et attendre que l'autre devienne une personne indépendante. Dans une relation amoureuse, nous avons besoin de la concentration, de la participation, de la confiance et du lâcher-prise susmentionnés, sinon la peur, la jalousie et le contrôle surgiront facilement. En partant de relations étroites telles que l'amitié et l'amour, nous pouvons acquérir le bonheur en consacrant notre amour à davantage de personnes. Des générations de philosophes et de personnalités religieuses au cours de l'histoire en ont été témoins, le bonheur a une qualité très magique. Il ne sera pas réduit par le partage. Au contraire, lorsque nous donnons notre bonheur aux autres, notre propre bonheur grandira également. La dévotion est donc la source d'un bonheur infini. L'auteur a déclaré que ce qui est plus profond que de consacrer l'amour à des personnes spécifiques, c'est que nous parvenons à la réconciliation avec le monde entier, que nous aimons les autres êtres vivants, que nous aimons l'environnement et que nous vivons en harmonie avec le monde entier pour réaliser ce que les philosophes appellent l'unité de la nature et l'homme. La troisième partie. Maintenant que nous savons ce qu'est le bonheur et comment l'obtenir, à quoi ressemble, selon le Noir, le bonheur le plus parfait. Selon lui, le bonheur le plus parfait est notre amour pour la vie elle-même et la joie que nous en ressentons. Pour faire simple, c'est retrouver la joie d'être un enfant. Le Noir a écrit plusieurs livres sur la psychologie des enfants et a des observations uniques sur les enfants. Il a constaté que lorsque la conscience de soi des enfants n'est pas encore complètement établie, ils maintiennent intuitivement leur véritable identité et sont rarement affectés par des facteurs externes. Avec ce genre de mentalité, les enfants peuvent trouver un pur bonheur en interagissant avec les autres et avec le monde. Ils éclateront de rire et danseront même à cause d'un regard, d'une histoire ou d'une petite réussite. Mais à mesure qu'ils grandissent, les enfants commencent à prendre conscience de toutes sortes de règles et de réglementations, la peur et la tristesse augmentent et le bonheur disparaît progressivement. À travers les âges, de nombreux sages ont admiré et loué le bonheur innocent des enfants. Parmi eux, le chinois Lao Tzu a déclaré dans le Tao Te Ching que la profondeur de la vertu est plus grande que celle d'un enfant, ce qui signifie que cultiver la vertu est aussi naturel que retourner auprès d'un nouveau-né. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Celui qui n'est pas comme un enfant ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. » Cela signifie aussi que la foi exige un cœur aussi pur qu'un enfant. Pour les adultes, il n'est en effet pas facile d'obtenir ce genre de bonheur enfantin. Nous devons faire les 3 points mentionnés ci-dessus. Nous devons avoir une bonne attitude, un vrai moi et une relation avec les autres. Et le monde qui vous entoure. Mais quand certaines personnes vieilliront, elles montreront ce genre de bonheur comme un enfant. De nombreuses personnes âgées ne s'efforcent plus de contrôler les personnes et les choses qui les entourent comme elles le faisaient lorsqu'elles étaient jeunes, elles osent accepter leur propre fragilité et l'aide des autres. Ces personnes âgées auront un bonheur calme, vivront pour elles-mêmes et la simple passion dans leur cœur, et elles apporteront également du bonheur aux gens qui les entourent. Ce genre de bonheur enfantin ne nécessite pas beaucoup de conditions extérieures et peut même être obtenu dans des environnements très difficiles. Le Noir est arrivé pour la première fois en Inde à l'âge de 20 ans et a vu cette sorte d'innocence enfantine dans certains villages extrêmement pauvres. Les agriculteurs y vivent presque sans nourriture. Dans l'esprit de Le Noir, de telles personnes devraient être amères et pleines de ressentiment, mais lorsqu'il est venu les voir, Le Noir a été surpris de constater que les gens ici faisaient toujours un travail acharné avec une humeur joyeuse et que tout le monde avait un sourire sincère sur le visage. Pourquoi ces pauvres agriculteurs peuvent-ils aussi avoir un tel bonheur? Le Noir pense que la raison est en réalité très simple, la survie elle-même les rend heureux. Ils considèrent la vie comme un cadeau et non d'autres exigences que cela. En d'autres termes, ils aiment simplement la vie et la vie. L'auteur revient sur la société occidentale, moderne, les gens ont une vie matérielle abondante, mais ils perdent souvent cet amour et ce bonheur pour la vie elle-même. Pour avoir ce genre de bonheur, nous devons accepter la vie telle qu'elle est du fond du cœur, au lieu de suranalyser et de toujours penser à vivre comme nous l'espérons, et encore moins à faire en sorte que le monde qui nous entoure devienne ce que nous attendons. Le philosophe Montaigne du XVIe siècle a dit un jour que les personnes qui ont le plus de mal à se satisfaire d'un simple bonheur sont souvent des penseurs, des érudits et des professeurs, car ils traitent des concepts tous les jours, mais se concentrent rarement sur leur corps et vivent la vie concrète. Les agriculteurs qui se consacrent à la vie ont plus de sagesse dans la vie et sont plus heureux que les personnes bien éduquées. Pour retrouver la joie simple d'un enfant, nous devons travailler dur pour atteindre la liberté intérieure, ouvrir notre cœur aux autres et rétablir les liens avec les autres et le monde extérieur.
Nous revenons ainsi à ce que Nietzsche appelle l'amour du destin. Laisser la nature suivre son cours n'est pas une force purement négative, mais possède un pouvoir unique qui peut rétablir ou rétablir l'ordre dans un état de chaos et de désordre. Passons maintenant en revue le contenu de ce livre. Tout d'abord, le bonheur est un sentiment physique et mental fort et positif dans un temps limité, qui peut nous rendre plein d'énergie. Deuxièmement, nous avons différentes manières d'atteindre le bonheur. Adopter une attitude concentrée, confiante, ouverte d'esprit et reconnaissante envers la vie, briser les contraintes et se retrouver soi-même, et parvenir à la réconciliation avec les autres et le monde sont autant de bons moyens d'obtenir le bonheur. Troisièmement, le bonheur le plus parfait existe déjà lorsque nous venons au monde, c'est-à-dire le bonheur de la vie elle-même. Plus la société moderne nous fait perdre ce bonheur originel, plus nous devons travailler dur pour le trouver. À la fin de ce numéro audio, j'aimerais partager avec vous une autre perspective sur la façon d'obtenir le bonheur à partir de la philosophie que j'ai lue. De l'ancien Platon et Aristote à une Émile moderne, ils nous racontent tous une autre caractéristique magique du bonheur: plus vous voulez être heureux, plus il est difficile de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous considérez vraiment le bonheur comme le but de vos actions quotidiennes et dites « je veux être heureux » toute la journée, il sera difficile d'atteindre le bonheur. Au contraire, si nous nous concentrons sur les personnes qui nous tiennent vraiment à cœur et sur les choses que nous aimons, il sera plus facile de nous sentir heureux. De ce point de vue, le bonheur n'est souvent pas le but direct de ce que nous faisons, mais un but qui l'accompagne, quelque chose qui nous fait sentir que quelque chose est finalement vraiment complet. Aristote a un jour comparé le bonheur à l'éclat du visage d'un jeune homme, ce qui est une merveilleuse métaphore. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.